va se présenter. Nous, on est La Bonne Idée. Vous connaissez la chaîne si vous êtes habitué. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Il y a des émissions toute la semaine ici. Vous savez bien. Voilà, des émissions plateau, vous nous voyez. Là, c'est le matin, alors on est un peu chill. Hein. On veut les croissants, les chouquettes, les pains au chocolat. On se régale. Donc, pas trop d'efforts. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, parler de ton métier déjà. S'appelle l'authentique. S'appelle l'authentique. En 1987, et donc qui a été créé en 1920, donc créé par notre grand-mère dans les Alpes de Haute-Provence. Enfin bref, tout un ADN familial avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour pour ces métiers. Alors c'est des métiers, on va dire, sexy, hein, on peut les appeler comme ça, dans le sens où déjà ça sent bon dans ce qu'on fait, donc c'est plutôt agréable. Et puis ce sont des métiers fatalement au cours des années, surtout depuis les 30 dernières années, qui se sont énormément développés, aussi bien parce qu'on prend plus soin de soi, et puis on prend plus soin de l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire sa maison, son intérieur, hein, la mode cocooning, et donc nous on est absolument dans ce thème-là. Voilà. À côté de ça, je m'ennuie un peu. Non, je plaisante. Non, clairement. Mais à côté de ça, je suis aussi très impliqué dans la vie du territoire des Alpes de Haute-Provence. C'est un territoire que j'aime beaucoup, où j'ai grandi. Alors, j'y suis pas né, hein, je suis désolé, je suis né à Aix-en-Provence, mais c'est pas bien loin. Euh, et j'ai On grandi. tolère. Ça va, merci. J'ai grandi donc dans les Alpes de Haute-Provence, mais ma mère a été très impliquée puisqu'elle a été maire de sa commune pendant 12 ans. J'ai grandi dans cette ambiance et surtout, on a vu au rythme des années ce territoire se transformer énormément et devenir, je dirais, si on regarde ça avec un peu d'humour et sans cliché, mais on avait l'habitude de dire les Alpes de Provence, les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère du pays. Mais ça, c'était il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, que c'est vrai, l'arrière-pays, que ce soit l'arrière-pays varois, l'arrière-pays niçois, l'arrière-pays évidemment des Alpes de Provence et des Hautes-Alpes, ont énormément attiré euh, les gens, aussi bien du côté touristique que du côté économique. Du coup, je suis élu à la Chambre de commerce des Alpes de Provence. Et c'est grâce à ça que je suis devenu le président de l'Agence de développement économique et touristique du 04. Voilà, l'AD 04. Et c'est donc, en deux mots pour présenter cette agence, c'est un partenariat public-privé. Donc sont autour de la table le conseil départemental, la région, les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, énormément d'acteurs du tourisme, et puis nous, les entrepreneurs avec la chambre de commerce. Cette agence est née de la volonté de plusieurs personnes, mais en se disant, aujourd'hui, on a tout pour que ce territoire soit un territoire rayonnant, qui est connu, mais qui souvent vit sur ses acquis et qui manque cruellement de notoriété dès qu'on sort des frontières de la région sud. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour travailler et pour renforcer cette attractivité et donner envie aux gens de venir s'installer dans notre beau département, qui, je vous le rappelle, est l'un des plus grands départements de France et un des moins peuplés, puisqu'il n'y a que 165 000 âmes qui y vivent. Donc la ville d'Aix-en-Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, vous imaginez un peu. Donc ça veut dire qu'on a de la place. À côté de ça, il faut le faire durablement, si on peut le dire comme ça, parce que développer un territoire, c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir un cahier des charges, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une ligne de mire, un cap. Parce que demain matin, je suis persuadé que les gens qui habitent ici, ils n'ont pas forcément envie que ça ressemble à, je sais pas, un plan de campagne ou Non, c'est ça. à une cité Clairement, c'est ça. Oui. industrielle du Nord, quoi. Voilà, donc on a tout intérêt à le faire de façon diligentée et organisée. Mais je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler clairement. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Voilà. Oui. Plus en détail. Ouais, ouais, c'est Bon, sûr. enfin, en tous les cas, moi, ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire, c'est que j'ai été ravi d'être avec vous. Je trouve l'initiative
super. Une période où on a souvent décrié les jeunes et la jeunesse en disant qu'ils avaient envie de rien faire. C'est pas vrai. Nous, on accueille plein de jeunes, des alternants et puis même des jeunes diplômés à l'Authentique ou à l'agence de développement aussi. Et voilà, faire confiance, ça passe aussi par là. Et si on veut que vous nous fassiez confiance, il faut qu'on commence par vous faire confiance. Voilà, donc c'était la petite introduction pour ça, mais qui me semble un préambule important aujourd'hui au sein de la mission locale de Château-Arnoux-Saint-Auban. Bah justement, on rebondit un peu là-dessus. Tu parles de la jeunesse, tu nous parles de formation aussi un peu. Le secteur du tourisme aujourd'hui, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il vend, tout ce qu'il promet, sont des belles promesses, il est confronté à certains problèmes. Donc tu vas peut-être nous parler. Oui, alors je ne sais pas tout par cœur, je ne suis pas exactement un professionnel du tourisme parce que moi mon activité est liée au tourisme. Pourquoi ? Parce que quand j'ai un client à Moussier-Sainte-Marie, par exemple, ou sur le lac de Serponçon, ou au Lavandou, fatalement, ils subissent une saisonnalité. Donc ça veut dire que moi, mes produits, quand ils sont chez un client, un commerçant, dans ces lieux-là, s'il y a beaucoup de monde, on va vendre plus que... C'est une palissade, ce que je suis en train de dire, mais dans l'absolu, c'est une réalité. Voilà. Moi, j'aimerais quand même vous donner 2-3 chiffres pour vous donner l'idée de ce qu'est ce métier du tourisme. Donc, dans les Alpes de Haute-Provence, 30% du PIB, donc produit intérieur brut, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires liés au tourisme direct. Moi, mon chiffre d'affaires, il n'est pas inclus dans ce chiffre d'affaires-là. Pourtant, là, on rentre dans le chiffre d'affaires indirect. Donc, si on rentre dans l'indirect, on doit frôler les 50% dans le 0,4. Okay. Donc, autant dire que c'est une filière énorme. C'est le secteur principal. C'est le secteur principal, avec l'agriculture, parce que... alors, on est allé faire... Ça fait 2 ans qu'on fait le salon de l'agriculture, mais... Tout est lié. Et moi, c'est la démonstration que j'essaye de faire chaque fois que j'en ai l'occasion sur ces sujets-là. C'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'économie, sans parler d'agriculture, sans parler de culture, sans parler de sport, sans parler d'événements. Pourquoi ? Parce que derrière, si on veut que des gens viennent visiter et se sentent bien dans notre écosystème, il faut leur donner tout. Et ça va même beaucoup plus loin, même jusqu'à l'aménagement du territoire. La mobilité. C'est un sujet hyper global, hyper transversal. Donc, c'est pour ça que c'est sûrement un grand sujet d'avenir. Et puis, donc je le disais, 30% du PIB. Si on le met au niveau régional, sur la région sud, c'est 13% du PIB de la région. Donc là aussi, parce qu'aller dans le Var, aller dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes, et on va voir à quel point le tourisme est quelque chose, est un fer de lance de l'économie locale. Donc ça veut dire que, évidemment, ça l'était avant, ça continue de l'être. Et puis comme en plus de ça, aujourd'hui, tous les départements de la région sud, et je dirais beaucoup de départements de France, sont dotés, évidemment, d'offices de tourisme, ça tout le monde les connaît, mais d'une agence de développement qui vient en amont et qui donne le cap et la stratégie de la ligne politique, si on peut le dire comme ça, du développement touristique dans un département. Donc ça veut dire qu'il y a un gisement d'emploi pour les jeunes et les moins jeunes, peu importe, énorme. C'est un secteur qui embauche, c'est un secteur en développement. Pour autant, c'est un secteur en tension au niveau de l'emploi, donc on va en parler plus longuement. Sont des métiers, certes, peut-être plus compliqué, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est sûr que travailler dans un hôtel-restaurant, c'est peut-être des horaires un peu plus compliqués, un peu plus différents que celui d'avoir un métier, j'allais dire, sédentaire derrière un bureau. Voilà. Après, c'est aussi une question de choix, c'est aussi une question d'engagement, c'est aussi une question de passion. Et je pense qu'il gagnerait à ce qu'il puisse être découvert par vous, les jeunes, plus tôt, plus jeunes. Moi, dans la famille, j'ai l'exemple de ma sœur, qui en fin de 3e a été, je dirais, embutée avec le système scolaire classique. Les parents ont eu l'intelligence de l'orienter vers l'hôtellerie.
et elle s'est éclatée dans la section hôtelière de Sisteron, qui est une super formation. Oui. Et elle s'y est réalisée. Après, elle a fait autre chose et puis elle m'a rejoint. Mais globalement, c'est aussi... on nous demande de plus en plus jeunes de faire des choix professionnels, alors que à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie déjà? Et qu'est-ce qu'on connaît on croit qu'on connaît tout, mais parce qu'on l'a été avant vous, jeune. Mais globalement, qu'est-ce qu'on connaît du travail? Pas grand-chose. Et donc, c'est là où... je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs moyens qui sont intéressants. Les stages de découverte en entreprise sont aussi faits pour ça, participer. On a quelqu'un dans le chat qui en parle justement, qui nous dit donc vous êtes prêt à accueillir les jeunes en stage? On fait ça toute l'année. Ouais, voilà. Nous c'est notre... Alors nous, c'est pas pour la filière tourisme, là, puisqu'on n'est pas dans le tourisme. Bien sûr, les stages de troisième, régulièrement, quand on est PME local dans un petit village comme Perruy, bien évidemment, quand le jeune qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans a un stage à faire, il a deux solutions. Soit il va, je sais pas, chez le veto par exemple, parce qu'il aime bien les animaux, il se dit tiens, je vais voir un peu si ça peut m'intéresser. Soit les parents connaissent le boulanger, le boucher, en lui disant tu veux pas me prendre mon fils. Soit il y a quelques boîtes, et à ce moment-là, les demandes affluent. Et nous, on essaye dans la mesure du possible, parce que prendre un stagiaire, c'est pas... il faut tordre le cou aux idées reçues. Un jeune qui vient pendant une semaine en stage, il n'a pas de productivité dans l'entreprise. Non, bien on sûr, cherche absolument pas ça. Nous, ce qu'on prépare, c'est l'avenir. C'est-à-dire, on essaye de voir le coup d'après et se dire, si nos métiers, on donne une chance de les faire découvrir, d'appréhender, parce que quand tu as 14 ans, qu'est-ce que tu peux connaître du marché du travail? Bien sûr, rien du tout. On est d'accord. À Absolument part ce que rien. tes parents peuvent te raconter, et à ce moment-là, ça dépend énormément dans la famille dans laquelle tu vas grandir, et puis à travers ce qu'on peut voir au niveau des images des médias, surtout en ce moment, ce qui n'est pas forcément terrible, en tous les cas en termes d'image, pas sur le fond, sur la forme, fatalement, le jeune, il va se dire, mais c'est quoi mon avenir, quoi? C'est ça la vie qu'on me propose? Mais attendez, moi, j'en veux pas, moi. C'est pas de ça que j'en ai vu. Or, quand il rentre dans une entreprise, surtout, alors dans le 04, où il y a beaucoup de PME, avec des tailles humaines, avec des petites sociétés, 10, 20, 30, 40 salariés, en fait, ils s'aperçoivent que l'entreprise, c'est quoi? C'est un centre de vie. Et c'est un endroit où plusieurs générations cohabitent, plusieurs cultures, parce qu'on est cosmopolite. Et tout ça, pendant X heures dans la journée, on vit ensemble avec un objectif commun. Quand c'est bien fait, quand le management dans l'entreprise est bien organisé, l'objectif commun, c'est de dire il y a un but à marquer ou un objectif à atteindre. Comment on fait collectivement, collégialement pour l'atteindre, sachant que chaque pièce, comme une équipe de foot, une équipe de rugby, une équipe de hand, enfin bref, comme tous les sports collectifs, le travail, c'est aussi un sport collectif, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne fournit pas ce qu'on lui a demandé à un moment donné, la chaîne va se casser. Voilà. Et quand on arrive à créer cette ambiance-là, évidemment, les jeunes qui sont là disent ouais, c'est pas mal finalement ce que vous pouvez nous proposer. Et c'est tout le changement que ça demande dans nos sociétés, de voir aussi le travail un peu différemment. Alors il faut s'adapter, parce que nous, bien évidemment, entre les gens de ma génération et puis les vôtres, les aspirations sont totalement différentes. Nous, on était j'ai envie de dire, on était de gentils moutons. Non, mais je plaisante en disant ça. Mais je veux dire, quelle image on avait? On avait l'image de nos parents, voire de nos grands-parents, qui, croyez-moi, travaillaient dur, bossaient dur. On s'en rappelle plus de tout ça. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. On s'en rappelle parce qu'on a souvent, en tant que jeune, on subit souvent une certaine pression des générations d'avant pour entrer un petit peu dans ce moule-là. Mais c'est vrai que ce que tu disais sur le stage était très bien. On a besoin de stages découverte. Pourquoi on en a besoin? Moi, je viens du milieu du cinéma. Je fais mes études dans le cinéma. Et aujourd'hui, ça continue. Je fais de l'audiovisuel, voilà. Super, tu vis ta passion, c'est déjà énorme. C'est déjà incroyable. Mais c'est des métiers, c'est des secteurs qui se découvrent et pour lesquels il faut avoir une passion. On en parlait avant l'émission, c'est des métiers passion, le tourisme aussi. Il faut avoir quelque part, à un moment donné de sa vie,
un certain éveil, un certain intéressement, qui fait qu'on a envie de poursuivre, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie d'apprendre, en fait. J'espère que Le c'est goût ce d'apprendre. que tu participes à faire Voilà. aujourd'hui, tu vois. C'est ce que Parce que j'aime pour faire. bien faire, dans l'absolu, dans un monde idéal, il faudrait que pour chaque jeune, Ouais, c'est ça. quelle que soit son orientation, quel que soit le métier qu'il aille faire, ça devienne un métier passion. Parce que tant qu'à faire, on bosse, on va bosser, enfin vous allez bosser a priori 43 ans. Ok. Si pendant 43 ans, tous les matins, tu te lèves avec la boule au ventre, en disant qu'est-ce que je fous là, ben là, il faut changer, quoi. Tu vois, il faut aller voir Et à autre titre chose. perso, je vois déjà des amis qui vivent ça au C'est vrai. quotidien et qui n'ont aucune envie, c'est d'arrêter, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tout ce qu'on pourra faire, et là, je parle avec une casquette un peu plus, j'allais dire militante, si je peux le dire comme ça. Je dirais, tout ce qu'on pourra faire pour ces jeunes, pour leur donner l'envie, mais il faut le faire 1000 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que clairement, il y a tellement de. Bon, moi, je suis un enthousiaste de nature. Évidemment, je suis passionné par mon métier, passionné par les autres aussi, parce que d'une manière générale, pour être passionné, il faut aimer les gens. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. Et quelqu'un qui n'aime pas les gens, bah, fatalement, il va se retrouver un peu coincé vers lui-même. Mais bon, globalement, il y a plein de choses magnifiques à faire. Camille, tu veux nous dire un petit mot ? Oui, moi je voulais en revenir au sujet du tourisme. C'est vrai qu'aujourd'hui il existe donc des tensions dans les recrutements. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui existent et pas assez de personnes. Donc vous disiez tout à l'heure avant de commencer le live qu'une entreprise cherchait à recruter 80 personnes, ce qui est énorme parce que la saison va commencer. Moi je me pose une question, peut-être que vous pouvez y répondre. Pourquoi ces tensions ? Pourquoi est-ce qu'il existe comme ça des métiers où les jeunes ou moins jeunes ne veulent pas venir? Moi je comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Ça se voit déjà d'une partie de la réponse qui se situe vers 2020 par là. Ouais, sûrement. Mais globalement, on va dire que les métiers de l'hôtellerie-restauration ont toujours été des métiers passion, des métiers avec un besoin de formation important, hein, on l'a évoqué. Ouais. C'est des métiers où quand les autres sont en vacances, toi tu bosses. Donc déjà, ça veut dire que tu vas être dans des horaires décalés, dans des moments. Mais voilà, donc c'est une façon de vivre. Ça veut dire que son conjoint, s'il n'a pas le même rythme, ou la copine, si elle bosse à la préfecture, enfin, ou ailleurs, peu importe, mais du lundi au vendredi, fatalement, ils ne vont pas avoir les week-ends ensemble. Enfin, donc c'est compliqué tout ça. Donc ça a toujours été des sujets. Je pense qu'avec la crise Covid, il y a eu un déclic. Et un déclic pas forcément bon pour le métier et pour les professions de ce type-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui avaient toujours vécu dans cette ambiance-là et habitués à ces rythmes de travail, à ces horaires, et qui, à un moment donné, se sont dit oh ben, il n'y a plus de boulot, alors je vais changer de vie. Et puis, comme finalement, il y a des métiers, notamment dans l'industrie ou dans le service, qui ont redémarré plus rapidement que les métiers du tourisme, du coup, ces gens-là, on les a perdus. Ils sont partis dans d'autres filières en se disant, ouais, moi, ça fait 20 ans que je bosse dans l'hôtellerie. Non, voilà. Tac. Donc, c'est catastrophique pour une filière. Pourquoi ? Parce qu'on perd une expertise énorme. Ouais. C'est-à-dire quand on a des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui sont passés par de nombreux employeurs, de nombreux établissements, évidemment, alors on parle toujours que des hôtels-restaurants, mais il y a tout. Il y a les campings, il y a les cinémas, il y a tout ce qui peut accueillir le public à des périodes où les gens sont en vacances ou en week-end. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont changé d'optique, qui ont changé de filière. Donc, ça a créé une dépression énorme. Et derrière, comme ça a toujours été des métiers en tension, alors là, ils se sont retrouvés dans une tension encore plus extrême, au risque d'être obligés d'accueillir dans l'établissement des gens sans expérience et obligés de former sur le tas avec tous les inconvénients et quelques avantages que ça puisse représenter. Pour autant, je le répéterai, moi je dis toujours, une menace, 1000 opportunités. Et ça, c'est mon côté optimiste, de voir les choses, de voir toujours le verre à moitié plein. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Mais si on se projette, si on recule de 5 ans, il y a 5 ans, il n'y a pas un jour où on n'en parlait pas dans les médias ou à la télé ou quoi que ce soit en disant il y a un vrai fléau, c'est le chômage, les gens n'ont pas de boulot, c'est une catastrophe aujourd'hui. Et ça a duré de nombreuses années. Et ça a duré, tu as raison de le souligner, de nombreuses années. Et c'était un vrai échec de nos sociétés modernes. Oui, complètement. De dire de ne pas pouvoir proposer du boulot à tout le monde. Parce que finalement, notre mission collective, collégiale, c'est de se dire, c'est ça. On crée, dans un système capitaliste, on crée de la richesse. Cette richesse, il faut qu'elle puisse profiter au plus grand nombre d'entre nous. Donc, et elle profite de comment ? En produisant du travail. Donc ça, c'est la base de la société capitaliste. C'est pas moi qui l'ai inventé, je suis croyant. Non, c'est oui. Okay, c'est là depuis plus longtemps que nous. On va pas rentrer dans un débat politique sur le sujet. Mais non, c'est pas l'objectif. On est bien d'accord. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était les grands fléaux de nos sociétés du 21e siècle, et même de fin du 20e siècle. C'est-à-dire le chômage est un véritable fléau. Il touche 10, 12, 13% de la population. Quand on parle des jeunes et dans les cités défavorisées, n'en parlons pas, ça peut être 50%, donc on imagine ce que ça veut dire. Or aujourd'hui, on est beaucoup moins dans ce niveau-là. Et ça, c'est une chance énorme pour un pays comme le nôtre, parce que je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, Théo. Quand tu as un travail, mais je dirais quel que soit le travail, et que ce travail t'anime une partie, ou voire une grande partie de ta journée. Quand tu rentres le soir chez toi, tu te sens mieux quand même. Tu te sens mieux, et quand tu te lèves le matin, et que tu te dis pas « Merde, faut que j'aille au boulot », mais que tu te dis plutôt « J'aille travailler, j'ai trop hâte de voir ce que je vais faire, tu vois. » Te dire « Je vais avoir quelque chose à faire. » Et de vivre le moment. Je suis persuadé que pour des jeunes, la situation de non-emploi est insoutenable. Parce que qu'est-ce insoutenable, que tu fais toute ta journée ? Totalement. Ah oui. On sait qu'à travers ça, on va régler un maximum de problèmes de société. Parce qu'un jeune qui bosse, qui fait du sport, il a moins envie de faire des conneries. Je suis désolé, mais je suis persuadé. Donc, bien sûr. C'est vers ça qu'on doit tendre. Donc c'est là où menace, parce que y a un métier en tension, il y a des métiers en tension, opportunité, parce que justement, ça va créer un aspirateur avec la capacité et avec la possibilité pour ces jeunes, même s'ils n'ont pas, on parle toujours de monde idéaux, mais s'ils n'ont pas de formation, de pouvoir se former sur place et in situ, même si ça demande de pédaler un peu plus fort que quand on a fait une école ou un CAP, un BEP, un Bac Pro. Pour tous ces métiers-là. Mais donc, il y a une véritable opportunité aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas la louper. C'est hyper encourageant d'entendre ça. Quand on parle... nous, on est une mission locale. Donc, les missions locales, en fait, sont confrontées très régulièrement à des jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui sont dans des situations de boucle, en fait, où ils sont, comme tu le disais, ils sont chez eux, ils sont dans leur chambre, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais en sortir. Et ils ont besoin d'avoir des révélations, en fait. Pour savoir ce qu'ils vont faire de leur vie, ils ont besoin de se confronter aux réalités des terrains et juste de prendre du plaisir. Voilà. Je pense que le maître mot, c'est confiance. Ouais. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel c'est une valeur sur laquelle je suis très attaché. C'est la confiance. Il faut que la confiance, elle vienne des deux côtés. Il faut qu'il y ait une envie réciproque. Et c'est sûr que le conflit de génération, il a toujours existé. Il existera toujours. Je pense qu'il est nécessaire. Moi, je pense qu'il est bon aussi pour l'apprentissage. Et pour faire évoluer les secteurs, en fait. Tout simplement. Bien sûr. Je pense qu'il est nécessaire. Pour autant, il faut qu'il y ait de la confiance. Et ce climat de confiance, il faut savoir le créer, il faut savoir le mettre en place. Il faut savoir pardonner aussi. Parce que d'un côté comme de l'autre, on peut ne pas être toujours irréprochable. Pour autant, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que globalement, je suppose dans ton métier de l'audiovisuel, tu n'as pas su tout du premier coup et tu sais pas. Non, bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Non, moi je suis allé à l'université après le bac. Finalement, c'est classique, mais ouais, c'est vrai que non, tu n'apprends pas tout en un claquement de doigts et tu as besoin de te confronter les gens au métier. Qui choisissent ces filières-là sont plutôt
Ils savent pourquoi ils sont là en général. En Non. général, oui. Ils ont des rêves, souvent, Ouais. et qui sont basés sur l'héritage culturel qu'ils ont. Hein. Ils ont souvent grandi avec des films qui les ont beaucoup marqués, ce genre de choses. Voilà. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'ils sont... Ouais, ils sont peut-être un petit peu rêveurs au départ, mais en même temps, comme dans tout métier, j'ai envie de te dire aussi, donc qui ne rêve pas d'avoir sa boîte, qui ne rêve pas de... Il y en a qui rêvent voilà. pas de l'avoir. Il y en a qui rêvent pas. C'est vrai qu'il y en a Je qui veux rêvent pas. Je veux pas m'emmerder avec des responsabilités. Il y en a qui pareilles. l'ont et qui la veulent plus aussi. Aussi. Voilà, ça arrive. Aussi. Voilà. Non, alors si vous voulez qu'on revienne un peu sur le sujet du tourisme, donc bien évidemment, donc on l'a dit, c'est un secteur d'activité qui va demander, qui va être pourvoyeur d'emplois et de nombreux emplois, y compris dans les filières classiques et puis dans les dérivés ou les indirects qu'on va pouvoir. Moi, je pense que quelque part, ça devrait, je veux dire, il faut bien se rendre compte d'une chose. On est tous des citoyens. Imaginons qu'on travaille tous au même rythme et sur les mêmes horaires toute l'année. Comment on fait pour aller manger au resto le samedi? Comment on fait pour aller à la mer le week-end, aller au ski en hiver, aller en vacances? Parce que le mot vacances est quand même important aussi dans nos civilisations. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne pourra pas tous travailler au même moment, dans les mêmes conditions. C'est une palissade, hein, ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, c'est une réalité. Et imagine que le samedi, dimanche, tu n'es pas un café d'ouvert, pas un resto d'ouvert, pas un hôtel d'ouvert. Après, bon, le dimanche, c'est assez mort, souvent. Surtout dans notre département. Ouais, non, Mais- je parle de lieux touristiques. Moi. Oui, oui, bien C'est sûr, bien sûr. Donc, c'est sûr que... Et on peut faire tout ce qu'on veut le samedi. On est d'accord. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un truc à accepter, mais parce que c'est une évidence et puis parce que les choses sont faites telles quelles. Ou alors ça veut dire qu'il faut supprimer les samedis dimanches. On fait des semaines de travail où on commence... Non, mais ou dans les entreprises comme la mienne, nous on ferme le samedi dimanche. C'est classique. On ferme évidemment tous les week-ends. On ferme plus. Donc on fait 2 équipes et il y en a une qui fait du mercredi au dimanche et l'autre qui fait du lundi au... Bon, mais ça aurait du sens. Je veux dire, idéologiquement dans nos sociétés, ça aurait beaucoup de mal à se mettre en place. Et puis à quoi ça servirait? Si nous à produire plus, puisqu'on travaillerait 2 jours de plus avec une équipe moindre, mais on pourrait le faire. Mais est-ce que c'est ça nos projets de société? Je ne crois pas qu'elles se soient organisées de cette façon-là jusqu'à ce jour. On verra dans les années à venir si les choses évoluent ou changent. Mais quoi qu'il en soit, dans ces périodes où tout le monde se retrouve, où une grande partie de la population se retrouve en repos, a envie de bouger, a envie de découvrir, de voir des paysages, de rencontrer des gens, de visiter des musées, d'aller au cinéma, d'aller pratiquer un sport, évidemment, ça va créer un flux de personnes qui se déplacent d'un point A à un point B. Et dans ce point B, il va bien falloir les accueillir, va bien falloir... Voilà. Donc ça, c'est très basique, ce que je suis en train de décrire. Mais en même temps, c'est une réalité. Et cette réalité, je suis sûr que vous le vivez comme moi, hein, car nous, on habite quand même dans un coin où il y a une autoroute qui passe là. Et on voit les flux le vendredi soir et le samedi. Et le dimanche soir, c'est un flux qui fait que d'une région, surtout en hiver pour la période de ski, où il y a beaucoup de monde qui viennent du sud. Et Il y a du passage, oui. Ouais, bien sûr qu'il y a beaucoup de passages. Donc il faut accueillir tous ces gens-là et dans les meilleures conditions. Donc tout ça, c'est pour pourvoyeurs d'emploi. Tout ça, ça donne des opportunités énormes pour notre avenir. Nous, agence de développement, je voulais parler 2 minutes des assises, du rendez-vous du tourisme. Donc, comme je l'ai expliqué, partenariat public-privé, donc ce qui est rare, hein, il y en a très très peu dans le département. Donc, nous, on est très fiers de pouvoir porter ça. On est très fiers aussi que ce soit, moi, un représentant des... je ne suis pas fier de moi-même, mais
content que ce soit un chef d'entreprise qui soit à la tête d'une institution de ce type-là. Et comme c'est par alternance 3 ans, 3 ans, très, très content pour ma part de pouvoir tenir ce titre-là et d'amener ma pierre à l'édifice. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, quand on parle de développement économique et touristique, un chef d'entreprise a aussi une vision, a aussi des orientations à donner. Alors, ce rendez-vous du tourisme, c'était fait pour expliquer, il y avait 200 personnes au Palais des Congrès à Tignes, c'était fait pour expliquer comment on allait faire et quand on allait le faire et sous quelles conditions. Voilà. Donc il faut savoir une chose, c'est que tout ça c'est régi par, il y a le conseil départemental qui a conservé la compétence tourisme et donc a fait ce qu'on appelle, c'est un peu technique, je suis désolé, hein, mais ça va vous parler, ça va être un peu de l'hébreu pour vous, mais le schéma directeur du tourisme, le schéma départemental du tourisme. Donc voilà. Ça a l'air d'aller, oui, voilà. Voilà. Donc ça a un avantage, ça a un gros avantage, c'est que nous, quand on a le politique qui nous dit voilà vers quelle direction on aimerait aller, nous derrière, agence de développement, ça va encore mieux guider nos actions et nos projets pour parler tourisme dans ce département-là. Donc c'est un avantage énorme par rapport à si on n'avait pas de schéma. Voilà. Et il doit être en plus en lien avec, dans l'absolu, avec le schéma régional, parce que le millefeuille existe, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc ça veut dire schéma régional, schéma départemental, et nous, agence, qui nous inscrivons dans ce... En plus, on a un peu de chance dans notre département, et sans parti pris aucun, c'est qu'on a ce qu'on appelle un alignement de planètes, c'est-à-dire qu'on a des majorités, qu'elles soient régionales ou départementales, qui ont la même volonté, qui ont la même vision. Donc ça, c'est une vraie chance, quelle que soit l'appartenance politique. Nous, on n'est pas là pour juger de ça. Hein. Vas-y, je t'en prie, Camille. Parce qu'il y a aussi d'autres stratégies dans d'autres départements où ils n'ont pas forcément le même parcours politique et donc du coup, ça peut freiner. Là, on a de la chance justement que ça soit aligné. Ok, ça aide, j'imagine. Ça doit être assez compliqué, mine de rien, quand les politiques ne s'entendent pas pour justement développer des zones comme le tourisme, par exemple. J'imagine qu'on a un secteur du coup qui avance pas, qui évolue pas. C'est pas trop le but. T'as trouvé. Voilà, c'est pas spécialement le but. T'as la réponse. Voilà. T'as la réponse quand les planètes sont pas alignées. Parce que ce qu'on a, on a des gens qui ont de la bonne volonté, qui ont des passions, qui ont des envies. Là, je parle des gens qui travaillent à l'agence, par exemple. Mais si on leur donne pas les moyens de pouvoir faire le job, comment veux-tu qu'ils le fassent ? Et ben, c'est pas eux qui vont décider d'aller faire le salon de l'agriculture, le salon de la randonnée, le salon du week-end à Nice ou je sais pas quoi encore. Enfin voilà. Et donner envie aux gens de venir ici. Ce schéma départemental, il est fondamental parce que il doit préciser quelle est la stratégie pour un département comme les Alpes-de-Provence. Et en 2 mots, je vous le donne, il est sur 4 grands axes que je ne développerai pas tous, mais la gouvernance, donc ça on en a parlé avec l'AD qui est un partenariat public-privé, la qualité. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Ça intéresse du coup la filière. Hein. C'est que globalement, nous, on dit à demi-mot, mais du tourisme de masse, on n'en veut pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Faire venir du monde entre le 1er et le 15 août dans les gorges du Verdon, c'est un suicide. Bien sûr. C'est un suicide. Oui. On va saturer le site, on va l'abîmer, on n'est pas du tout développement durable, ce serait faire... puis en plus on a un gros problème, on n'a pas assez d'hébergement, enfin bref ça va être la foire en neuneu et on va pas s'en sortir, donc aucun intérêt de faire ces choses là. Par contre, exploiter ce qu'on appelle les friches touristiques, c'est-à-dire les endroits qui sont sympas mais pas connus du grand public. Alors l'avantage aujourd'hui, on a un allié, c'est Insta. Pourquoi ? Parce que tu as un mec qui est, enfin une nana du reste, qui prend une photo d'un truc pas du tout connu, hop, le lendemain matin il y a 300 personnes qui viennent parce qu'ils ont vu la photo sur Insta. Je pense au champ de lavande à Valençol où il y a beaucoup de personnes qui font des photos, des mariages et qui délabrent aussi les champs. C'est vrai que dans notre département, pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent, qui ne viennent pas de notre département, on est là où il y a les gorges du Verdon, c'est hyper connu dans toute la France. C'est dans la région PACA, dans le 04, au-dessus du 13 et du 83. C'est magnifique, venez, mais pas trop. Non, mais alors, Venez pas en été, déjà assez de monde. Ouais, alors après, il y a un truc, c'est que peut-être que le réchauffement climatique va nous faire changer un peu, mais pas sur la durée. C'est-à-dire que la lavande, ça fleurit fin juin, c'est du 15 juin jusqu'au 14 juillet, et malheureusement, on n'arrivera jamais à faire des champs de lavande bleus au mois de novembre. Mais peu importe.
C'est vrai qu'on a plusieurs tours Eiffel dans le département. On en a quelques-unes. Mais il y a des tours Eiffel, mais il y a aussi des petits Trianon avec des choses beaucoup moins connues, mais très sympas à découvrir. Et donc, nous, notre job, c'est ça, c'est de se dire, une saison touristique, il y a eu une époque, qu'elle soit d'hiver ou d'été, elles avaient une durée hyper limitée dans le temps. Alors, c'est toujours le cas. Il y a toujours un afflux beaucoup plus important dans les 2 mois d'été et, on va dire, vacances de Noël et vacances de février pour la montagne. Pour autant, aujourd'hui, on voit que les saisons, aussi bien d'été que d'hiver, se rallongent. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons, à mon sens. D'abord parce que je vais parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Non, je plaisante. Mais globalement, nos parents, voire nos grands-parents, quand ils ont découvert les congés payés en 1936, ils avaient 3 semaines ou 4 semaines de vacances au départ. C'était 4 semaines au mois d'août, quoi. Et puis basta punto. Et RTT, on ne savait même pas ce que c'était. Enfin bref. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir partir quand on est en capacité de pouvoir se l'offrir, de pouvoir partir très souvent. Les ponts, des pauses en RTT. Donc ça veut dire qu'à aujourd'hui, moi le premier, je le vis dans mon entreprise aussi, on part de plus en plus souvent, mais moins longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de partir une fois 3 semaines ou 4 semaines, non, on part plutôt 4 fois une semaine, voire quelques week-ends. Donc ça veut dire que ça, c'est dans les habitudes de consommation. On est clairement dans Oui, et puis ça paraît, c'est aussi lié au transport. Par exemple, on va plus partir 4 semaines quand on va vouloir aller à l'étranger. Plutôt, ouais. J'imagine. Après, il y avait aussi le fantasme d'un truc qui était les régions du Nord qui migraient vers les régions du Sud pendant les vacances d'été. Pourquoi ? Parce que sur la Méditerranée, fatalement, au mois de juillet-août, il fait meilleur qu'en Bretagne ou qu'en Normandie. Pour autant, la Bretagne et la Normandie, c'est magnifique au mois de juillet et au mois d'août. Certes, on ne se baigne pas dans une eau à 25 ou à 26 degrés, elle est un peu plus fraîche, mais peu importe. Il y a tellement de belles choses à c'est des régions qui ont autre chose à proposer. Exactement. Les gens qui ont envie de voir le Mont-Saint-Michel, il y en a beaucoup, quoi. C'est pire qu'une tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel. Donc, et puis il y a aussi, je pense aussi, un changement d'habitude de consommation où on avait des vacanciers qui revenaient systématiquement au même endroit. Or aujourd'hui, nous on l'a déjà un peu, vous l'avez encore plus que nous, c'est la bougeotte, c'est cette envie dévorante de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, des gens nouveaux. Alors c'est sympa de retourner à un endroit qu'on aime bien et tout, mais on va y retourner peut-être sur des périodes plus courtes ou quoi que ce soit. Voilà. La deuxième des choses qui est importante, c'est que la période Covid, alors nous on a énormément capitalisé là-dessus aussi dans le schéma départemental, et à l'AD, ça on n'a pas attendu le schéma pour le faire, c'est les destinations de ce qu'on appelle des clientèles de proximité. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on s'est dit, quoi qu'il en soit, avec la période, tu parlais des champs de lavande au mois de juin à Valençol, c'était truffé de Chinois. Je voulais pas le dire. Mais moi, je n'ai pas honte de le dire. Il n'y a rien de. C'est pas grave. Non, mais c'est un pays qui. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui sont intéressés. Il y a une sitcom en Chine, hyper tendance, hyper branchée, où on allait se marier dans cette sitcom, on allait se marier dans un champ de lavande à Valençol. Oui, ça en a inspiré beaucoup. Quand les tour opérateurs se retrouvent, croisière ou autre, à Marseille, fatalement, ils s'affrètent un bus et hop, champ de lavande à Valençol. Quand Jacques Emus, le célèbre couturier originaire de notre département, organise son défilé haute couture au milieu des champs de lavande, tout ça, ça participe. Et ça crée des besoins, ça crée des envies. Et l'envie de découvrir un paysage sympa et des ambiances Pour autant, et c'est là où j'essaie de dire, clientèle de proximité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, avant d'aller chercher des clientèles étrangères lointaines, du coup, avec la période Covid, ceux-là, on les a plus. Plus d'avions, plus d'Américains, plus de Chinois, plus d'Asiatiques de manière générale, plus de Russes. Ça, c'est pas demain la veille qu'on en reverra, mais plus de Russes non plus. Ouais, c'est un jour peut-être. Ouais, ils trouvent des moyens, ils passent par Voilà, oui. Mais globalement, voilà. Donc ça veut dire, on s'est dit, comment on fait pour pas que notre département, qui vit, je le répète, à 30% de façon, je le répète encore une fois,
de façon Non, directe c'est important, il faut le dire. du tourisme, voire plus, comment on fait pour que d'un seul coup la source ne se tarisse pas et qu'on n'ait plus personne? Or, on s'est aperçu d'une chose, c'est quoi? C'est que notre clientèle de proximité, région sud, Occitanie, et alors dans un moindre sens, parce que là, un peu moins de proximité, c'est Île-de-France aussi, hein, puisque c'est les 3 régions qui viennent le plus dans notre département. Période Covid, les gens qui en ont la possibilité, ils se barraient. Non, mais ils se barraient à l'étranger. C'était devenu... Je veux dire, ça, c'est les inconvénients aussi des politiques low cost et compagnie. Quand un billet d'avion coûte moins cher pour aller en Thaïlande que d'aller passer une semaine à Pralou ou au Soz... Et que la vie coûte moins cher en général, d'ailleurs. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que tes vacances, elles vont moins te coûter cher au soleil, en te déplaçant. Donc l'humain reste le séqué. calcul est vite fait, oui, bien sûr. Bien sûr. D'un côté, il regarde son budget, il se dit là je dépense 1000, là je dépense 1005. Je vais à 1005 en plus au soleil en mois de février. Hein, voilà. Résultat des courses, comme toutes ces destinations-là, elles ont subi aussi un manque, évidemment. Nous, beaucoup de ces clientèles de proximité ont redécouvert le cabanon de famille, l'appart au ski auquel on allait moins, la petite maison de moyenne montagne. Résultat, carton plein. Je veux dire, les 2 saisons d'hiver 22, 23 ont été de très bons crus pour les saisons d'hiver. Et les saisons d'été, n'en parlons pas. On est sur des chiffres, des progressions à 2 chiffres. Ok. Donc ça aussi, c'est important dans cette stratégie, bien intégrer que nos premiers clients, ils ne sont pas si loin que ça de chez nous. Voilà. Donc c'est plus facile déjà pour les accueillir. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue professionnel, si on fait le lien avec le professionnel, c'est plus facile d'accueillir un Marseillais ou un Montpellierien qu'un habitant de Canton ou de San Francisco, ne serait-ce que par le barrière de la langue. Oui, forcément. Okay. Donc, voilà. Évidemment, oui. Ouais, donc c'est intéressant. Intéressant, j'avais une idée pour rebondir, je l'ai perdue. Elle va revenir très vite, aucun problème. Non, c'est intéressant, je trouve, d'envisager le Covid de cette manière. Les gens ont redécouvert leur pays, en fait, finalement. Non, je trouve ça pas mal. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, on en a été, quand je dis nous, c'est le département, on a été les premiers bénéficiaires de cette chose-là, et qu'il ne faut pas s'arrêter en route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, le vrai sujet, c'est pour ça que je parlais de qualité, service, c'est que quand on a la chance d'avoir capté une clientèle qui nous avait peut-être un peu oublié, il faut se mettre en 4 pour leur donner envie de revenir. Et qu'est-ce qui fait qu'un client, on est tous des clients. Je veux dire, Théo, toi, quand tu es client, tu vas à un endroit où tu es reçu comme un chien dans un jeu de quilles, est-ce que tu reviens ? Ouais, carrément. Voilà. Par contre, si on t'accueille bien, c'est sympa, tu manges bien, on parle dans ta langue, si tu es étranger, tu dis, putain, on s'intéresse à toi, voilà. Oui, on t'offre aussi des avantages, on te propose des activités sympas, tu vois. Sportives, culturelles, on te fait découvrir nos traditions. Je veux dire, il y a longtemps qu'on n'a plus, il y a trop longtemps qu'on n'a plus capitalisé. C'est juste en fait le même principe qu'un bar. On t'offre pas le coup à boire. Au bout d'un moment, tu dis bon, allez, la tournée du je patron, vais faire un autre bar. Voilà, je vais aller dans un autre bar. Oui, c'est la même chose. Tout simple. Ça s'appelle du commerce, quoi, en fait. Pendant longtemps, ce qui s'est passé, et ça, je veux dire, sans jeter de pavé dans la mare, mais pendant longtemps, on a cru que tout ça tombait tout cuit dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on est des régions où on a la chance d'avoir effectivement du soleil, des températures assez agréables, avec un rythme de vie sympa aussi. Et on a cru que tout ça, ça allait durer ad vitam aeternam. N'ayons pas peur de le dire, on a un des plus beaux départements du pays, les plus intéressants. Soyons chauvins, il est voilà. Ah oui, on peut l'être. On peut l'être. Enfin, on a des images qui circulent depuis le début du live derrière. Oui, on voit quand même que c'est une région qui est magnifique, quoi. Tout simplement, voilà. Alors, la France, pour la connaître un petit peu, la France est une région, est un pays, magnifique. Il ne faut pas oublier que la France, c'est le premier pays au monde visité. C'est un pays qui a tout. Devant les États-Unis, on se tire la bourre avec l'Italie, parce que l'Italie est très proche de nous culturellement, et très belle aussi. Oui. On dit toujours que la Provence, c'est la Toscane française.
Mais donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'atouts. Mais il ne faut pas croire que tout ça, aujourd'hui la concurrence est dure. La concurrence est sévère. Et il y a des régions avec beaucoup moins d'atouts qui font preuve de grand dynamisme. Et ce grand dynamisme, il paye. Le bar du commerce. Tu es bien reçu, tu reviens, tu as envie, les gens sont sympas. Ok, il n'y a pas les Gorges du Verdon, mais il y a peut-être un truc qui est aussi sympa que les Gorges du Verdon. Et il ne faut pas croire que parce qu'on a justement ces tours Eiffel, on va bénéficier ad vitam aeternam de son clientèle rayonnement, qui vont venir sans qu'on se casse trop la tête pour les recevoir. Non, c'est fini ça. Donc il faut vraiment passer, et c'est comme j'essaie d'en faire la démonstration tout à l'heure, c'est un tout, c'est-à-dire que ça part de la qualité de l'hébergement, ça part de la qualité de la restauration, ça parle de la qualité des routes, ça passe par la qualité des activités sportives qu'on va pouvoir proposer. Enfin bref, c'est vraiment un tout. Si au milieu, je me rappelle il y a en 2012 ou 2013, on avait fait venir un monsieur qui s'appelle Joël Gaillet. Et Joël Gaillet, c'est un spécialiste du marketing territorial. Il présidait une chaire à Sciences Po à Aix-en-Provence sur ce thème-là. Et il nous avait dit une chose, il nous en avait fait la démonstration à l'époque, on n'était pas encore dans ces pensées-là. Mais il nous disait, il faut embarquer tout le monde dans le bateau. Si on n'embarque pas tout le monde dans le bateau de la qualité, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, il faut que les moins bons deviennent meilleurs et les meilleurs deviennent excellents. Voilà. Mais il faut absolument que tout ça, cette offre globale, elle soit hyper positive parce que si c'est pour se retrouver dans un palace 5 étoiles, dans une cloche, et puis que derrière la boulangerie du village, elle est bidon, ça ne va pas le faire. Parce que le mec dans son 5 étoiles, il va sortir, fatalement. En fait, le tourisme et l'attractivité d'un territoire, c'est un cercle vertueux. Tout se joue. Un bar qui marche bien, il faut que la boulangerie suive, il faut que l'hôtel suive, les routes suivent et la beauté du paysage suive, donc l'agriculture suive. Enfin, en gros, c'est vraiment un cercle vertueux finalement. Donc en fait, quand on parle de métier du tourisme et des touristes, c'est, comme vous dites, c'est tellement global, tellement large, il faut viser tout en fait. D'ailleurs, excuse-moi. T'en prie. C'est plutôt une bonne démarche en fait que vous avez eue. J'ai l'impression que vous avez constaté des problèmes auxquels vous devez faire face, certes. Et la solution, en fait, c'est pas tant une solution radicale, c'est plus de reprendre bien, de la bonne manière, ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire avoir ce cercle vertueux de la formation pour réattirer des gens. Et l'idée, c'est pas tant de révolutionner complètement le secteur, c'est plus de le réguler. Ouais, j'ai l'impression. C'est de donner envie. Ouais. D'une manière générale, il faut qu'on donne envie à nos professionnels parce que c'est leur bistec et c'est leur tir à orchestre. Donc on est là pour leur dire, écoutez les gars, si vous faites comme ça, peut-être que vous allez voir, ça va être meilleur pour vous. Oui, ça profitera à tout le monde. Voilà. Si tu veux, moi aujourd'hui, il y a des trucs qui me rendent encore dingue. Les médias nous ont massacrés l'été dernier avec 400 mètres de vue sur les gorges du Verdon où il manquait d'eau. Ouais. Mais le Verdon, c'est une rivière qui part de la Grande Séolane dans le Val d'Alos et puis qui va jusqu'à Vinon. Donc prendre ces 400 mètres-là, c'est super réducteur. Maintenant, les médias, vous les connaissez comme moi. Ce qui leur plaît, c'est ce qui fait couler. C'est ce qui fait... Voilà. Par contre, ça crée des désastres économiques et écologiques, finalement, au bout du compte, parce que on n'en retiendra que ça. Or, là, c'est vrai, Sainte-Croix manquait d'eau, il manque encore d'eau. On espère atteindre la côte touristique cette année, mais ça sera quand même compliqué. Par contre, il y a 6 autres barrages sur le Verdon. Ceux-là, ils n'ont pas manqué d'eau. Là, Castillon est plein, Baudinard est plein, Esparon est plein. Donc voilà, donc il faut aussi voir les choses un peu d'une autre façon et de façon un peu plus éclairée. Mais tout ça pour en revenir à notre vision globale, si je peux le dire, sur le tourisme. Il faut qu'on donne envie. Pour donner envie, il faut que le secteur soit attractif. Pour que le secteur soit attractif, il faut qu'il y ait un bon niveau de compréhension de ce que ressent et veut le client qui est en face. Preuve année. Regardons, alors je dis
pas que tous les campings doivent devenir des campings 5 étoiles. Mais ici, pas loin, on a le camping de l'Hippocampe. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, c'est énorme. Je dis c'est énorme parce que pour fréquenter un peu les lieux quelquefois, c'est digne d'un Club Med. Et ça reste abordable. Donc ça veut dire que c'est pas parce que on paye un prix abordable que ça doit pas être bien. Au contraire, c'est parce qu'on a un prix abordable, ça doit être très bien. Voilà. Et donc tout ça, c'est dans des changements de mentalité. Il faut encourager l'ensemble. Alors les professionnels jouent énormément le jeu. Au plus les professionnels joueront le jeu, au plus ça donnera envie aux clients et je pense aussi aux salariés de s'investir dans... Comment on peut comprendre encore une chose comme ça? Je parlais de Sainte-Croix tout à l'heure. Au 15 mai l'an dernier, il faisait une chaleur de dingue. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais 15 mai, 15 juin, il faisait aussi chaud qu'en été, en juillet-août. Ben, tu allais sur le lac de Sainte-Croix, tu voulais louer un pédalo, ben, il n'y avait pas. Il n'y avait pas parce que c'était ouverture au 15 juin. Et ça, c'est le genre de choses où nous, je prends cette image. Oui, ça manquait d'adaptabilité. Elle est un peu cliché, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux exemples comme ça, un deuxième exemple comme ça. Le samedi, je crois que c'était 29 octobre, j'étais dans la vallée du Bail, vacances de Toussaint. Il faisait un temps exceptionnel. C'est le seul avantage du dérèglement climatique. Hein. Le seul avantage que j'ai trouvé, c'est que s'il fait beau plus tard, il y a du monde de partout. Vallée du Bail, samedi 29 octobre, d'habitude, il n'y a personne dans le Bail en octobre. Bandé, du monde de partout. Le lendemain, je vais faire le tour du lac de Sainte-Croix en vélo. On a voulu aller manger à Moustier. Tous les restos ouverts, tous complets. Donc c'est aussi une preuve que, et ça, il y a quelques années en arrière, on ne l'avait pas. Donc cet allongement de saison et ce déplacement, à partir du moment, nous, quels sont les ingrédients? Il faut qu'il y ait des vacances, ou en tous les cas des ponts, ou des choses comme ça. Et la deuxième des choses, il faut qu'il fasse beau temps. S'il fait beau temps, comme les escargots après la pluie, là, tout le monde sort. Voilà. Bon, après, on a l'impression qu'en disant ça, on encourage le réchauffement climatique. Non, c'est pas le cas. C'est surtout pas le cas. J'ai bien dit, c'est le seul avantage que j'y ai trouvé. Il faut s'adapter, voilà. C'est ça qu'on dit. On a une question du chat. Ouais. Comment rassurer les jeunes? Souci de mobilité et de logement pour les emplois saisonniers. Je sais que là, je vais pas être bon, parce que je sais que c'est un gros problème. Un gros problème pour... c'est là où on parle du coup d'aménagement du territoire, sur des choses où nous, on a un peu de mal à tout faire. Alors, sur la problématique du logement, objectivement, aujourd'hui, les employeurs ont bien compris que s'ils ne proposaient pas un logement décent, voire sympa, pour les gens qui veulent embaucher, alors en station, c'est carrément les conditions sine qua non. Hein. Parce que globalement, les jeunes qui veulent trouver un emploi, si on ne leur propose pas, ça fait partie de la qualité du monde, aussi de la façon dont on doit s'adapter. Et aujourd'hui, moi, fréquentant beaucoup de professionnels de la vallée du Bail, de plus en plus, les employeurs proposent un logement, et un logement digne de ce nom, pas un taudis immonde où personne n'a envie de passer 4 mois de saison. Non, un endroit où on se sente relativement bien. C'est de plus en plus le cas. Sur la mobilité, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on est dans l'axe durancien, la mobilité, elle n'est pas trop mauvaise avec les Carzou, avec le train. Dès qu'on sort de l'axe durancien, c'est plus complexe. Et là, je dois avouer que, évidemment, ça nous dépasse totalement. Nous, on ne peut être qu'un relais auprès de nos instances publiques. Oui, pour en faire la demande, mais pour leur dire non, mais faites quelque chose, les gars, parce que si vous organisez pas les choses, ça va être compliqué, parce qu'effectivement, c'est un peu le gros problème de nos départements, c'est que globalement, s'il n'y en a pas de véhicule, c'est galère, quoi. Ouais, c'est des départements clavés, oui. Vous devez le vivre vous aussi, pas besoin. Ah oui, moi je l'ai vécu au quotidien pendant 6 ans. Moi, j'ai fait mes années d'études à Montpellier. Pour aller à Montpellier, il fallait donc que je m'y rende. Et s'y rendre d'ici, c'est pas évident. Tu n'as pas de voiture, tu fais du covoiturage. Mais s'il n'y a pas de covoiturage, tu peux pas y aller en train. Le coût est débile. Et il n'y a juste pas de train. Et en plus, tu mets 3 jours pour y aller, quoi. C'est ça. Moi, je viens de Digne-les-Bains. La gare de Digne-les-Bains, j'ai pas besoin d'en dire plus. Elle est morte. Voilà, tout simplement.
Donc ouais, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Et que c'est pas un problème qui dépend du secteur Non, du par contre, tourisme. c'est pas des problèmes qui se règlent Non. à court terme, malheureusement, et je vais essayer de pas parler quand même politique, hein, mais, parce que j'en suis pas un. Mais globalement, on sait que le problème de la mobilité dans un département rural et alpin reste fondamentalement une problématique forte. À tel point que quand on est curiste, je prends cet exemple parce qu'il est rigolo. Enfin, rigolo, je sais pas si on peut appeler ça rigolo, mais curiste, donc tu viens de Paris. À ton âge, tu vas pas faire de cure, mais pourquoi pas. Tu veux aller à Cure, à Gréoux-les-Bains. Et donc, la SNCF te dit qu'il y a une gare à Gréoux-les-Bains. Il n'y en a pas, évidemment. Hein. La gare, elle est à Manosque. Et 9 fois sur 10, il n'y a pas de navette entre Manosque et Gréoux. Voilà. Donc, tu imagines le mec qui vient de Brest, il arrive en gare de Manosque, il se dit, bah alors, je suis arrivé. Bah non, il faut aller à 20 bornes. Et comment je fais? Enfin, galère, quoi. Et là, on ne parle même pas de mobilité pour les jeunes ou pour bosser, on parle de mobilité pour les curistes. C'est-à-dire, je vous rappelle que ça aussi c'est un sujet important, Gréoux-les-Bains c'est la 3e cure thermale de France. Donc c'est plus de mémoire, je crois que c'est plus de 50 000 touristes annuels sur le site. Donc c'est fondamental que, là tu parles de mobilité, bah déjà rien que sur cette mobilité touristique, c'est fondamental. Complètement. Donc ça veut dire que derrière, s'il y a une navette qui fait Manosque, elle est bonne pour les touristes, elle est bonne pour les curistes, elle est bonne pour les salariés qui préfèrent, parce qu'aller se loger à Gréoux ça va être compliqué. Par contre se loger à Manosque c'est peut-être un peu plus simple. Déjà oui. Il peut y avoir plus d'offres. Ok. D'autres choses sur le chat? J'ai pas l'impression, non. Bon, c'est vrai qu'on a abordé 2 problèmes apparents auxquels il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Ouais, enfin en tous les cas, c'est des solutions long terme. Ouais. Toujours pareil, ça naît de volonté politique, tout ça. Ça demande de l'argent. Hein. Forcément. L'argent public devient de plus en plus rare, hein, donc ça c'est une réalité et tout coûte de plus en plus cher. Donc on est vraiment, on coche toutes les mauvaises cases là, pour ce coup-là. Pour autant, moi j'ai toujours tendance à dire qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc ça veut dire que si on veut faire les choses comme il faut, à un moment donné il faut se poser les bonnes questions et il faut savoir investir. C'est comme nous dans notre entreprise. Nous aussi on aimerait faire, à un moment donné on fait des choix stratégiques, alors qu'ils sont guidés par des réflexes économiques dans une organisation comme une entreprise, ils doivent trouver une rentabilité. C'est pas le cas dans une sphère publique où on est dans la notion de service et dans la notion d'aménagement du territoire qui est fondamentale pour ce qui nous concerne en tous les cas aujourd'hui. Donc on a besoin de relance. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'économie, on a pas parlé d'économie tout à l'heure. Voilà. Vas-y. L'intérêt de l'émission, c'était aussi pour ouvrir les yeux à ceux qui nous regardent sur ce qu'est le secteur du tourisme. On avait préparé les questions avec d'autres jeunes de la mission locale qui m'ont demandé mais qu'est-ce qu'évoque le tourisme pour vous, surtout que vous parlez tout à l'heure d'un métier passion, sachant que c'est très large comme question, mais comment leur dire là aujourd'hui qu'est-ce qui est attirant dans ces métiers-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je peux peut-être la compléter la question. Quel a été votre parcours scolaire? Moi j'ai un parcours scolaire hyper classique. Hein. Peut-être aider, je sais pas. Non. Je pense pas parce que moi j'ai fait un bac B à l'époque, donc c'est ES maintenant je crois. Celui que j'ai fait aussi. Tu as fait ça? Voilà, donc je l'ai fait à Sisteron, au lycée international de Sisteron, de la 6e à la terminale. J'ai fait 2 ans de fac d'éco à Aix et puis j'ai fait 3 ans à Montpellier moi aussi, tu vois, donc en d'autres temps en école de commerce. Voilà. Mais ça m'a pas spécialement préparé au métier du tourisme ou quoi que ce soit. Ma sœur qui a fait section hôtelière, elle était déjà beaucoup plus orientée vers ce genre de choses. Non, je veux dire, ta question, elle est à la fois complexe parce que ça demande une qualité de synthèse importante pour arriver à dire ça en quelques mots. Mais tu peux prendre le temps si tu veux. Non, mais globalement, je crois que je l'ai dit à un moment donné, j'ai dit qu'il faut aimer les gens. Voilà. Quand on est dans les métiers du tourisme, il faut aimer les gens. Il faut aimer rendre service. Il faut aimer être au service des autres. Quelqu'un qui serait taiseux, qui un bougon, qui
qui n'a pas envie de s'ouvrir aux autres, qui rigole jamais, n'a pas envie d'apprendre une langue étrangère, n'a pas envie de s'ouvrir aux cultures pratiques différentes, enfin bref, bah ouais, évidemment, il vaut mieux qu'il fasse un autre métier, quoi. Enfin, je lui conseille, moi, parce qu'il va partir avec un sacré nombre de handicaps. Donc, ouais, ce sont des métiers, quand j'appelle des métiers passion, j'appelle des métiers passion parce que si on raisonne de façon beaucoup plus large, et on l'a évoqué avec toi Théo aussi, c'est de se dire aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir et qu'on prend des gens au hasard dans la rue, il faudrait leur poser la question. C'est dommage que nos médias nationaux, voire régionaux, ne s'amusent pas à ce genre d'exercice, mais leur dire, demander aux gens tout simplement, est-ce que ce que vous faites vous plaît ? On serait surpris de voir les réponses. Donc on dit que c'est des métiers passion, on dit que c'est des métiers durs, on va les qualifier comme ça. Pourquoi ? Parce que simplement ils ne sont pas au même rythme que la normale ou que les autres. C'est pour ça qu'on les qualifie de cette sorte. Mais pour autant, il y a plein de gens qui vivent de ces métiers-là et pour qui ça ne pose pas de problème particulier, du moins pendant une partie de leur vie ou une partie de leur parcours. Donc, oui, je pense que là aussi, j'ai essayé de prendre un exemple avec mon entreprise. Nous, on a une mission, c'est des clients, donc boutiques, qui nous passent une commande pour avoir des produits sur l'étagère. Une époque, les boutiques avaient de la trésorerie, gérer des stocks comme on le faisait il y a longtemps, c'est-à-dire commander pour la saison. Puis ils faisaient peut-être une petite commande au milieu. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, les clients, ils commandent à la semaine. Donc on est dans une notion de flux tendu, de réactivité, de tout ça. Donc ça veut dire que chez moi, la contrainte pour le métier passion chez moi, c'est de dire, voilà, notre objectif commun, collectif, collégial, c'est de dire, il faut qu'on livre le plus rapidement possible le client à partir du moment où sa commande a été passée. Donc on va tout mettre en place, une organisation horaire, organisation du travail, organisation du stock, enfin bref, tout un certain nombre de choses pour faire que, avoir le meilleur transporteur qui ne vienne pas te planter parce que toi tu t'es levé le mafre pour livrer le client rapidement et puis le transporteur, bang, il te met 4 jours pour livrer. T'es mort. Donc avoir le bon transporteur, bref. Ça, c'est notre objectif. Quand tu travailles dans un restaurant, je suis client, moi. Je m'assieds, je commande, il faut que je sois bien reçu, il faut qu'on me propose des choses sympas, machin et tout. J'ai pas envie de rester 3 plombs assis à Non, vraiment pas. J'ai d'autres choses à faire. Ouais. En plus, ça se sait, quand on est en vacances, on a des milliers de choses à faire, on est des grands stressés. Donc ça veut dire que si je reste 3 plombes pour attendre mon steak frites, je vais dire, moi, ça me fait pas vibrer votre affaire, là. Il y en a certains qui sont moins patients, qui vont très vite partir, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des clients perdus. Ouais. Voilà. Et s'il n'est pas perdu, c'est un client qui n'est pas content. Ah non, c'est sûr. Il dit, bon, là, moi, j'y reviendrai plus. Alors surtout, tu vas une fois, à la limite, ça arrive une fois. Bon, ok, c'est la saison, c'est la Ça bourre, peut arriver. Tu peux comprendre. Ils ont été submergés, le resto est plein, qu'avec des clients compliqués. Non, je plaisante. Mais ça peut arriver. Mais d'une manière générale, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le gars qui est bon, déjà, si l'organisation de l'entreprise n'est pas bonne, ça ne va pas marcher. Si celui qui est cuistot fait pas son job, bah derrière, le pauvre gars qui est en service, il peut cavaler tant qu'il veut, il ne va pas arriver à faire le job. Donc ça veut dire que là, on revoit le travail d'équipe, la chaîne, la chaîne vertueuse. Dont on parlait au début. Voilà. Et celui qui est à la fin, quand tu es au restaurant, c'est le serveur finalement. Si le serveur il garde les 2 mains dans les poches, bah, ça va pas suivre. Donc voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, on est là pour répondre à un désir très spontané, instinctif et très court, dans le meilleur délai imparti. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, la préparation de la commande, ça se joue sur une journée. Ça ne se joue pas sur 1h30 de service à midi ou 2 heures. Donc tout ça fait que ça rend la mission plus complexe. Mais pourtant, s'il n'y avait que des choses à faire simples à faire, ça serait moins excitant. Donc voilà. Donc
En tous les cas, moi je voudrais dire, il ne faut pas focaliser non plus que sur serveur ou femme de chambre dans un hôtel, parce qu'il y a bien d'autres métiers que la filière propose. Et puis, comme on l'a évoqué ensemble, il y a plein de métiers issus ou directement en lien avec le tourisme, qui, je le répète, est une filière fondamentale. Même, on faisait le lien tout à l'heure, l'agriculture. Aujourd'hui, combien de l'agritourisme se développe énormément, donc des gens qui sont hébergés dans une ferme et puis qui vont apprendre le métier de l'agriculture, qui vont... Ouais, tu veux ? Si on peut rebondir là-dessus, avec Théo, on va aller interviewer justement le secteur pastre. Et si je devenais pastre, donc en gros pour vous tout le monde c'est les bergers. Berger, voilà, le métier de berger. Il y a des grosses tensions dans les ce moutons, métier-là, tout ça. mais on se rend compte qu'ils sont vachement modernisés pour justement attirer plus de jeunes. Et je me rappelle, il y a environ 5 ans, je vais faire la randonnée du Morgon au-dessus du lac de Serpenson. Ouais. Et on rencontre un berger qui nous dit « Mais vous savez, moi j'ai Netflix hein. !» Donc il était en pleine montagne, il nous avait montré son cabanon avec ses chiens et il captait en fait Netflix quoi. Et on se disait mais quoi, tu dors pas sur la paille? Mais non, pas du tout. Enfin bon, et du coup il y a une question encore sur le chat et on va te demander ta casquette de directeur de l'authentique. Ah oui. Parce qu'on demande, est-ce que les employeurs regardent plus les motivations et expériences que les diplômes aujourd'hui? Alors c'est une super question. Parce que moi, personnellement, je regarde, à part sur des métiers très particuliers, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une directrice du marketing, fatalement, je vais regarder un diplôme, c'est sûr. Mais là, on est sur des métiers centraux. Moi, je pense que la plupart, et alors notamment dans le tourisme, je pense que la plupart des employeurs se foutent royalement du diplôme. En tous les cas, dans ce microcosme, c'est vrai. L'histoire du diplôme, ça marche vachement dans les grandes entreprises corporate, les grands groupes, les machins et tout. On se dit là, il nous faut des... Parce qu'ils travaillent qu'avec des tableurs, avec des choses très cartésiennes. Nous, on est beaucoup plus instinctifs. Et moi, je dis toujours, moi, ce dont j'ai besoin dans l'entreprise, c'est de savoir-être. Et le savoir-être, ça commence tout simplement... C'est ce qu'on fait quand on prend des jeunes en stage, hein, court ou long, des jobs d'été aussi, parce que ça nous arrive d'en prendre aussi. On leur demande 3 choses sur des périodes courtes. On leur demande d'être à l'heure. On leur demande de respecter les consignes de sécurité, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Et on leur demande de respecter ce que les plus anciens qui sont là leur disent de faire. Voilà. Déjà, quand ces 3 choses-là sont respectées, pour nous, sur une période de courte, on a réussi... ils ont réussi leur mission parce que une organisation, respect de l'heure, c'est quelque chose qui est fondamental, hein, c'est la première des choses qu'on apprend, mais être ponctuel, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où j'ai expliqué qu'une entreprise, ou toute forme d'entreprise, c'est ce que vous faites. Imaginez que je sois arrivé à 10h30, là, la gueule enfarinée, là. Comment on faisait là, pour faire un truc ? Ou que quand j'arrive, votre plateau de télé, il est pas prêt. Bah non. Ce matin, on a fait... Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Rien n'est... Tu peux avoir un problème technique, tu peux avoir... Peu importe. Mais là, je parle de l'humain, moi. Oui. L'humain, la première des choses, c'est que si on veut travailler en équipe, on n'a jamais vu un match de foot avec 11 gars qui arrivent à des heures différentes sur un terrain, parce que sinon, ils ne vont pas gagner beaucoup de matchs, les pauvres. Non, pas trop. Voilà. Donc, c'est là où c'est important, cette notion de la ponctualité, d'être disponible et de pouvoir le faire tous ensemble parce que c'est important. Reviens sur la question. Oui, c'était est-ce que les employeurs regardent plus les motivations oui, alors, et l'expérience que les... moi, ce que je recherche, c'est avant tout du savoir-être, c'est-à-dire dans la capacité à s'intégrer à une équipe. Et je pense qu'à aujourd'hui, et ça c'est la chance que vous avez, moi je trouve, les jeunes, déjà, nous, on l'avait un petit peu, mais ceux d'avant encore plus, c'était... ils rentraient dans une boîte, ils passaient leur vie dans la boîte, quoi. C'est fini, ça n'existe plus. Pratiquement plus.
Aujourd'hui, d'abord, on a tous besoin de bougeotte, on a envie de découvrir des univers différents. Et puis la technologie avançant tellement rapidement qu'on on est obligé aussi de se remettre à niveau, de changer, enfin bref. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a énormément de passerelles d'un métier à l'autre. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, tu vois, en savonnerie, on s'est aperçu que les gens qui avaient une formation de boucher ou de boulanger, bah, ils étaient super doués pour aller faire du savon. Pourquoi ? Parce que globalement, le principe de malaxage, de mélange et compagnie, le respect de l'hygiène, tout ça, bah, c'était des choses qui étaient similaires. Et pour autant, bah, entre fabriquer un savon et fabriquer un pain au chocolat, il n'y a pas forcément la même... ou pétrir du pain, c'est pas forcément la même chose, mais C'est pas les mêmes compétences, non ? ouais, mais après c'est la question d'adaptabilité. Donc c'est là où je veux dire, moi je crois de plus en plus que un employeur aujourd'hui, enfin moi tous les chefs d'entreprise que je côtoie me disent la même chose. Nous, s'il y a de la bonne volonté, il n'y a rien d'impossible. Et la bonne volonté et le savoir-être, hein, c'est ce que j'essaye de décrire, c'est aujourd'hui fondamental. Le diplôme, ça donne accès à un poste. C'est sûr que quelqu'un qui a un CAP de boulangerie, il aura du mal à devenir directeur du marketing, je pense. Et puis dans un recrutement comme ça, celui qui a un CV de CAP de boulangerie, ben, on ne va pas le retenir pour dire poste de directeur du marketing, bien évidemment. Par contre, sur des métiers transversaux, c'est une évidence. Plus tous les métiers, et j'en connais pas un, j'en connais 100, où l'entreprise se moque complètement du diplôme. Elle va former la personne au métier elle-même, elle va se la formater à ce dont elle a envie. Elle lui demande pas forcément d'expérience avant ? Si, j'allais dire souvent. La seule chose, c'est là où je remets le mot confiance. Et c'est là où la responsabilité des employeurs doit être là. Les jeunes, si on ne leur donne pas leur première chance. Ben oui. Comment ils peuvent avoir tous arrivé avec 3 ans ou 4 ans ou 5 ans d'expérience ? C'est impossible. Impossible. Donc, nous, on ne peut évidemment pas avoir une entreprise où 30 ou 40% des gens qu'on va embaucher aient tous aucune expérience. Ce n'est pas possible. Mais l'alternance a fait énormément progresser les choses dans les boîtes. À ce niveau-là, pourquoi ? Parce que l'alternance, pour moi, c'est la voie royale. C'est la voie de l'excellence. Parce que là, on a la possibilité de prendre un jeune qui est encore en école, de le mettre en situation live, hein, d'expérience. Très souvent, les alternants sont embauchés à la suite. S'ils ne le sont pas pour diverses raisons, parce qu'ils ne veulent pas rester dans cette boîte, quand ils vont arriver à un CV, ils ont déjà une expérience. Ils ont déjà fait quelque chose. Ils ont déjà connu. Et ça, pour un employeur, ça compte. Ils ont connu le monde du travail, ils ont été payés, ils ont été... Oui, ils savent ce que c'est que ils savent ce que bosser. c'est. Ils savent ce que Et ils ont c'est été qu'être formés, intégré à donc, une équipe. Et c'est souvent ça que le chef d'entreprise dit quand il dit moi, je veux 3 ans d'expérience. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas perdre de temps, entre guillemets. Alors, je ne partage pas toujours le point de vue, mais perdre le temps de... Moi, ce que j'aime bien chez les apprenants ou chez les jeunes sans expérience, c'est qu'on va pouvoir les modeler à notre fonctionnement. Parce que, encore, j'allais dire vierge, avec pas d'idées préconçues ou d'idéaux dans la tête et tout. Et donc, on peut travailler ensemble sur le fait de c'est quoi ton avenir pour les 3 prochaines années. Voilà. Mais ça ne peut pas être l'intégralité de l'effectif qui est comme ça. Il faut qu'il y ait un vrai équilibre. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense, un sujet qui en pleine actualité, parce qu'on parle des jeunes, mais on pourrait parler des seniors. Vider les seniors d'une entreprise, ça a été le cas et ça continue d'être le cas. C'est la plus grosse des conneries que peut faire une boîte. Elle se vide de toute son expertise, elle se vide de tout le savoir-faire que peut avoir une boîte et compagnie. D'ailleurs, dans les métiers manuels, je peux vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Les anciens, ils les gardent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin des anciens pour former les nouveaux. Oui. On parle dans le secteur managérial, on parle de culture d'entreprise. Les seniors ou les personnes qui ont une culture d'entreprise sont primordiales, sont fondamentales en fait.
Les jeunes, ça sera plus adaptable, comme vous venez de dire à l'instant, quand tu viens de dire à l'instant. On peut les intégrer à cette culture, mais par contre, les gens ont intégré cette culture, c'est fondamental de les garder, quoi. Je me répète, mais... Puis on l'a dit, il y a besoin de formation rapide, donc il y a besoin de transmission aussi sur le terrain. D'accord. Voilà. Il y a un truc qui n'a pas du tout marché, et alors je ne comprends pas pourquoi. C'est un truc qu'avait fait François Hollande qui s'appelait le contrat de génération. Donc c'était l'idée, nous on l'a fait dans l'entreprise, c'était on embauchait un jeune et il était sous tutelle entre guillemets, il était accompagné par un ancien qui allait partir à la retraite dans les 2 ans à venir. Ok. Voilà. Et là, ça a créé une synergie incroyable. D'abord parce que le senior, donc il y a sûrement une idée à reprendre sur, s'il y en a qui nous entendent sur votre chaîne, c'est sûrement une idée à reprendre. Pourquoi ? Parce que le senior d'abord, en fin de carrière, on lui fait comprendre qu'il coûte cher, qu'il est moins productif. Bref, au plus vite il se barre, au mieux on va se porter, hein, dans l'image d'Épinal. Hein. Or, l'idée c'est que ce transfert d'expertise, de savoir-faire, il faut bien qu'il s'opère. Il faut bien. Et alors, qui de mieux qu'un jeune qui est réceptif, qui ne connaît pas encore et tout, qui est rassuré, parce que souvent c'est un rapport... ça peut même aller jusqu'à grands-parents, petits-enfants, hein, entre 60 et 20 ans, hein, ça peut avoir ce rapport-là, mais souvent père-fils ou mère-fille, enfin, en tous les cas, il est vachement plus rassurant. D'ailleurs, j'en profite, je fais un crochet, mais en Angleterre, où l'âge de la retraite, où les gens sont obligés de travailler après même et compagnie pour arriver à se payer... enfin bref, c'est pas la France, l'Angleterre. Et dans les supermarchés, ils embauchent des seniors, 2, 3, 4 heures par jour, des seniors, donc qui ont plus de 65 ans, pour renseigner les gens dans le supermarché. Et ils disaient, nous on préfère avoir des seniors parce qu'on a confiance dans un senior. On a confiance dans quelqu'un d'âgé parce qu'on se dit, bon, mais ça va, il va pas me la faire à l'envers. Souvent, il aime bien parler aussi. En plus, et il a besoin de parler. Hein, on est bien d'accord. Et ce lien social, il est important. bien sûr. Donc voilà, donc je pense qu'il faut regarder les deux. Après, des mondes idéaux, il n'en existe pas, je veux dire, globalement. Non, c'est sûr. Pour autant, les choses sont en train de bouger, je pense. Après, tu parlais du coup de cette politique de formation des jeunes par les plus âgés. Tu t'es interrogé sur l'échec. J'ai peut-être une théorie. On en revient à ce qu'on disait au début du live, c'est-à-dire métier passion. Peut-être que justement, ces proches retraités n'avaient pas la passion pour leur métier, attendaient finalement la retraite assez impatiemment, et ils n'avaient aucune envie de transmettre. Ouais, après je dirais que clairement aussi, on ne peut pas vous accuser, vous les jeunes, de tous les maux. Si vous avez des réflexes et des façons de faire qui ne nous conviennent pas, c'est de notre faute. On n'avait qu'à mieux vous élever. Donc, non mais clairement, tu vois ce que je veux dire dans la façon d'appréhender les choses. Comment tu peux dire à des jeunes, vous ne correspondez pas à ce qu'on veut, si toi-même avec tes propres gosses, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils deviennent ce dont tu avais envie qu'ils soient. Ah voilà, donc c'est là où il faut se poser les vraies questions. Là, tout ne dépend pas de l'éducation, mais oui, c'est vrai. Non, ça y contribue. Oui, bien sûr, évidemment. Ça y contribue. Évidemment que oui. Donc, si tu veux, quelque part, il faut aussi qu'on soit capable de se regarder dans un miroir et de se dire, moi quand, objectivement, et je peux vous croire que ça arrive, hein, de rencontrer des confrères, chefs d'entreprise ou quoi que ce soit, qui trouve que la jeunesse n'est pas engagée, qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'a pas ci, qu'elle n'a pas là, qu'elle n'a pas le reste. Sûrement, il y en a. Mais il y en a plein qui le sont au contraire. Et moi, j'en rencontre tous les jours des jeunes extraordinaires, des jeunes qui ont envie de se battre, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de prouver que... puis surtout, à 25 ans, tu n'as pas de limite, quoi. Je veux dire, tu peux aller n'importe où, tu peux faire plein de choses. Et puis même, c'est conseillé que tu fasses... Oui, tu as envie, oui. que tu fasses ce genre de choses. Donc, si tu veux, quelque part, mais j'en reviens toujours au même mot, confiance. Et c'est ce qui manque le plus dans nos sociétés, quels que soient les âges, c'est la notion de confiance. Et ce contrat de confiance, pour ne pas reprendre une enseigne bien connue, intergénérationnel, on a vraiment intérêt de le passer. Vraiment. Ok. Est-ce
que On arrive au bout. j'ai l'impression qu'on a fait Le mot de la fin alors. un petit tour sympathique. Mot de la fin, non, peut-être que les questions... Il y a encore des questions? Moi, j'ai des questions un peu plus ouvertes. Allez, Mais vas-y, après, dis-moi. peut-être qu'on peut laisser le chat Ouais. réfléchir à des questions, s'ils ont des questions plus centrées sur le tourisme. Ah bah voilà, il y en a une, tu vois. Est-ce que les professionnels du tourisme parlent de leur métier auprès des scolaires, collège, lycée? C'est une très bonne question, ça. Est-ce qu'il y a un contact avec les écoles? Franchement, je crois pas. Ouais. J'en suis pas certain, mais alors, avant d'être président de l'agence de développement, j'étais président de l'UDE 04, donc qui est l'union patronale des Alpes de Haute-Provence. Ouais. Et des fois, quand on dit ça, ça peut être un gros mot, mais pas du tout. C'est une organisation qui avait au moins, et qui continue de faire un truc, on a organisé une fois par an le 04 Hacker. Et là, le 04 Hacker, c'était quoi? C'était un pont entre les enseignants, les étudiants, enfin les lycéens ou collégiens, et les chefs d'entreprise. Et justement, l'entreprise allait dans le collège ou dans le lycée pour une matinée de travaux avec des quiz, avec des appets et tout. Donc c'était aussi un peu moderne, quoi. Il ne fallait pas que ça soit rétrograde parce que sinon tu ne vas pas séduire les jeunes générations. Donc on faisait ça, on fait ça une fois par an. Bon, avec malheureusement pas l'ensemble des collégiens ni des lycéens du 04, ça serait compliqué. Mais l'idée, c'était de créer vraiment une discussion, des chats entre lycéens, collégiens, chefs d'entreprise et profs. La problématique, c'est que je pense que chaque ministre de l'enseignement qui est passé depuis 40 ans a voulu faire sa réforme. Il y en a une qu'ils ont absolument, aucun d'entre eux n'a réussi à le faire, à mon sens. C'est convaincre toutes les parties que faire pénétrer l'entreprise dans le collège ou dans le lycée, ça doit être fondamental. Et tu vois, la question, elle va bien dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Parce que globalement, tu t'aperçois d'une chose, c'est que si tu fais des études classiques, comme on a fait tous les deux, c'est-à-dire un bac généraliste, l'entreprise, toi peut-être un peu, moi, je suis allé jusqu'au bac, à part les expériences personnelles que j'ai pu faire de travail l'été, les jobs d'été et compagnie, parce que mon père m'avait foutu au boulot plutôt que de glander tout l'été. Mais sinon, zéro. Et pourtant, je faisais ES, sciences économiques. C'était mon et cas on faisait aussi. ES sans qu'on ait l'idée. Et je pense que là aussi, on est dans une... Ça n'engage que moi ce que je vais dire, hein, mais on est dans une théorie qui est encore de dire... l'enseignement tel qu'il est donné aujourd'hui est un enseignement qui sert à faire des têtes bien remplies. Ouais. Or, une entreprise, de quoi elle a besoin? De têtes bien faites. Ouais. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, strictement rien à voir. D'ailleurs, la plus belle preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec un bac ou pas, tu t'en fous, ce diplôme-là, à part être un accès... C'est une porte, c'est tout ce que c'est une porte. On est d'accord, à des études supérieures, Oui. mais sinon, tu arrives sur le marché du travail avec... Alors, je ne parle pas d'un bac pro, hein, je parle d'un bac généraliste. Généraliste. Bah ouais, tu as fait ce que fait tout le monde, quoi. Enfin, j'exagère, mais dans l'absolu, un peu, quoi. Et tu as aucune... Alors on va me répondre à ça, oui, mais il y a les bacs pro, il y a les filières courtes. Les bacs pro sont en quelque sorte des études supérieures avant le bac. Bien d'accord. C'est-à-dire, vous entrez dans un bac pro, vous apprenez un métier. Vous sortez de là, vous avez un métier. Quand vous sortez d'un bac général, vous n'avez pas de métier. Vous ne savez pas quoi faire. Donc ça ne peut passer, à mon avis, que par la loi, donc par le ministère de l'Éducation, qui à un moment donné impose, oblige, que dans le cursus généraliste, il puisse y avoir une ouverture sur les métiers, et surtout les métiers de proximité. Parce que, alors ce qui est assez extraordinaire, ça aussi c'est un truc de fou, c'est que malgré cette envie de bouger, de voyager, de machin et tout, moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes, ils sont très attachés à leur territoire, très attachés à leur département, ils ont envie de bosser dans le département. Parfois ils s'en rendent compte tard. Moi c'est mon cas. Hein. C'est vrai? Ouais, un petit peu, ouais. Mais moi moi j'ai l'exemple dans l'entreprise, hein, j'en ai pas qu'un, hein. Ils sont trop contents d'être arrivés à rester dans le 04 et de ne pas avoir été obligés de s'expatrier
dans le 13. Ouais. Parfois, il faut un peu bouger aussi pour s'en rendre compte, C'est vrai. tout simplement. Moi, je suis allé à Montpellier. Alors, Montpellier, c'est une chouette ville. C'est vrai. Bon, la région autour, moi, me plaît un petit peu moins parce que j'ai grandi dans le 04, j'ai grandi avec mon relief. mes Oui, encore, ça montagnes. se ressemble énormément. Voilà, Quoi. Enfin, c'est ça. Oui, ça se ressemble, mais bon. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens dans le 04, bouffer d'air plaisir. frais, c'est un plaisir. Ouais, c'est un Ouais, vrai ouais. plaisir. Et j'ai mis du temps quand même à m'en rendre compte, mais ça vient progressivement. Ok. Ouais, donc franchement, c'est quelque chose sur lequel là, je lance un appel national là, pour le coup. Nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a pour essayer de le développer, mais ça sera que bénéfique. Et pas spécialement que dans la filière du tourisme. Hein. Parce que finalement, pour donner envie, c'est quand même le côté le plus ubuesque qu'on peut trouver. C'est qu'aujourd'hui, presque à 13 ans, il faudrait savoir le métier que tu vas faire. Oui, c'est ça, exactement. d'accord avec moi Ouais, complètement. Or, aujourd'hui, quels sont les moyens que peut avoir un jeune, hormis l'éducation, hormis le milieu familial, enfin le cercle familial, de savoir, moi qu'est-ce que je voulais faire quand j'avais 13 ans Je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais sûrement pas ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Ouais, bah oui, c'est pareil pour nous tous, je pense. Hein, ouais. Voilà. On avait sûrement des métiers un peu rêves Oui, bah, bien dans sûr. la tête, voilà. On voulait être chanteur, on voulait être. Voilà. Ouais, On a un micro, remarque, mais bon. De là savoir chanter, c'est autre chose. Ouais, je vais pas me mettre à chanter Moi tout de non suite plus. là. Pourquoi qu'on a besoin de pluie, alors peut-être. Non, que ça voilà. va Oui, pas voilà, mal. bon. Non, Donc, mais tu oui, peux c'est passer vrai. des questions ouvertes, alors, tu me disais. Ouais, des questions un peu ouvertes. Moi, j'aime bien en savoir plus sur les personnes qui viennent. Ah. Ben, voilà. Tu veux savoir quoi? Et en plus, on est sur Twitch. Sur Twitch, on a le temps. D'accord. Donc, on peut parler, on peut développer un peu, tu vois. Bon, C'est ce ok. qu'on a fait là. Ouais, c'est bien. Et non, moi, j'aimerais bien savoir, peut-être que tu vas relier ça au tourisme, ça c'est à toi de voir. Si t'as un film préféré, ou une BD préférée, tu vois, ou un roman, ou une musique, quelque chose qui t'inspire. Est-ce que tu peux citer? Plus d'un. Allez, Allez, lâche-toi. c'est parti. Alors, BD, puisque tu m'as dit BD. Mhm. Moi, c'est Corto Maltese. Ok. Hugo Pratt, tu vois, ça a bercé Ouais. mes 15, 20 ans à peu près là. Voilà, ouais, j'adore Corto Maltese. J'aime cet anti-héros un peu cynique, un peu voilà. J'aimais bien avec lui son compadre, et là j'ai oublié son nom, mais c'était des bons moments, voilà. Film, bah, je vais prendre celui-là parce que je vais en prendre deux. Un que j'ai vu, un que j'ai pas vu. Allez. Voilà. Mais là, vraiment, je le fais exprès là. Hein. Tu vas comprendre. Je fais le lien avec le département. Un qu'on a vu il y a très peu de temps en avant-première à Château-Arnoux, qui est sur les chemins noirs. Oui. Voilà. Était tourné à la Gorge du Verdon, parti. Voilà, avec Jean Voilà. Dujardin sur l'idée de Sylvain Tesson. Et j'engage vraiment. Alors le film a fait un carton hein, puisqu'il est au box-office. Enfin, la dernière fois que j'ai vu les chiffres, il était à plus de 600 000 entrées. Oui, donc, il a assez bien fonctionné. il ouais, a très bien sûr. bien tourné. Et donc, je suis content parce qu'il y a mon nom dans le. Oh. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, je ne le savais pas à la fin du générique. Il y a marqué Te remercie, président ouais. de l'agence de développement Denis Wogat. Donc j'ai sorti de la. La classe. Je me suis dit avec Jean Dujardin, putain, la classe. La classe. Non, allez, ça c'est pour la petite histoire. Mais objectivement, allez voir le film, il vaut le coup parce que. Et en plus, c'est vraiment marqué abbaye de Ganagobi, montagne de Lure, gorge du Verdon. Ils sont allés sur place. Ouais. Et ils ont tourné sur place. Et honnêtement, donc l'idée de ce film, c'est quoi hein, c'est Sylvain Tesson, puisque c'est issu de son livre, donc, qui a un accident, qui ne peut plus marcher et qui se dit je vais remarcher. Et il part du Mercantour et il monte jusqu'en Bretagne. Et 3/4 du film est tourné sur nos paysages. Donc c'est vraiment un super. Donc c'est pour ça que nous on a été partenaires du film. Hein, c'est pour ça qu'il y avait mon nom. Mais c'est pas que le mien, c'est évidemment celui du département. Et c'est une très très belle promotion pour le 04 évidemment d'avoir un film au box-office qui en plus cartonne, en plus avec une star comme Jean Dujardin qui en plus est venu. Garantit le Il est succès venu d'un dans film, le 04, il est passé dans plein de déplacements, comme c'est un garçon plein d'empathie et très sympathique, bah, il a charmé tout le monde évidemment. Hein. Bon, et puis en plus il a quand même le style beau gosse, donc ça se passe plutôt bien. Et puis le deuxième, alors celui-là il est à venir, il s'appelle Valençol. C'est un petit film avec un petit budget, avec une équipe extraordinaire, avec un acteur qui
qui va jouer le principal de Maurice Masse. Donc Maurice Masse, en 1965, il a vu des soucoupes volantes sur le plateau de Valençol. Et donc tout le film raconte la vie de ce pauvre agriculteur qui a été complètement bouleversé par ce qu'il a vu. Et il a subi évidemment les pressions des médias à l'époque déjà et compagnie. Et 90% du film est tourné à Valençol, avec des acteurs locaux, avec des vraiment. Et donc, nous, on l'a présenté en avant-première, on a présenté le teaser en avant-première au Salon de l'Agriculture. Il y avait des gens de Valençol qui étaient là, ils ont pleuré. Bref, c'était hyper, tu vois, j'en ai encore l'émotion parce que c'était émouvant, c'était incroyable. Et donc le film va sortir cet été, je pense. Voilà, donc ça va être aussi un bon spot. On est aussi partenaire de ce film. Voilà, et donc ça va être... C'est bien, il va va certainement profiter du rayonnement qu'a eu sur les chemins noirs. Exactement. Parce que bon, alors c'est deux histoires complètement différentes. Parce que là, sur complètement différentes, comme tu le pitches, peut-être pas, parce que c'est quand même deux personnages masculins, un peu perdus, qui ont besoin de se retrouver, tu vois. Il y a des points communs quand même, donc c'est des films qui peuvent parler un peu au même public. Tout à fait. Bon, en tous les cas, si on est invité pour l'avant-première, je te ferai signe, Théo, et tu je viendrai avec plaisir, avec un grand plaisir. Non, en vraiment. Plus, l'acteur principal et le metteur en scène, un s'appelle Dominique Fillot, ça c'est le producteur, et l'acteur s'appelle, il est belge, il s'appelle Van Cash, je crois, ouais. Okay. Et tous les deux, mais sont adorables. Quand je dis adorables, c'est vraiment adorable. D'abord, ils adorent le 04, ils ont appris à le découvrir, ils ont appris à l'aimer, et donc voilà. Bon, ça, tu vois, c'est des exemples de choses, voilà. Livre, évidemment, allez, pour faire aussi un clin d'œil avec le 04. Giono quand on est très intellect, et Magnan quand on a envie de passer un bon moment avec l'inspecteur La Violette. Voilà. Et puis sinon, après un lieu, j'ai éteint mon téléphone, mais j'aurais presque pu vous le montrer. On fait encore de belles traces en poudre dans le 04 en ski. Week-end dernier. Ouais. Il a neigé là, il a encore neigé cette semaine. Je pense que le week-end ça va être encore bon. Okay. On a fait des traces incroyables dans le col de Restefond, et il y a des gens qui disent mais il y a encore de la neige. Je dis oui, il y en a beaucoup. La saison qui n'est pas terminée en avril, c'est magnifique. Hein. C'est sûr, surtout en ski de randonnée. Alors c'est sûr que c'est pas pour les feignants parce que il faut monter jusqu'en haut à pied. Mais on a besoin de neige d'abord parce que c'est ce qui va remplir nos barrages aussi, hein, que ce soit ceux du Verdon ou ceux du Serponçon. Donc voilà. Je t'ai dit. Non, mais c'est intéressant, on en apprend un peu plus sur toi, tu vois, c'est cool, c'est cool. Ok, c'est vraiment cool, hein. Bon, très bien. Non, mais tu sais, je suis un mec comme les autres, hein. Enfin, globalement. Mais c'est important de le montrer aussi. C'est cool. Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, en tous les cas, moi, puisque j'ai eu un peu l'habitude comme ça, hein, par mes fonctions extra-professionnelles, voire professionnelles, parce que quand tu es chef d'entreprise, tu es aussi un animateur. Hein. Mm-hmm. Et si tu sais pas mener tes troupes, tu restes au bord sur le quai, quoi, hein, ou alors tu pars seul et puis tu laisses les wagons derrière, donc c'est pas jamais bon tout ça. Mais dans les fonctions, de faire un peu ce que tu fais là aujourd'hui, mais sur scène avec du public, des choses comme ça. Rendez-vous du tourisme, c'est exactement ce qu'on avait fait. D'abord, moi j'y prends beaucoup de plaisir. Vous avez remarqué que je suis assez bavard et que je n'ai pas trop de temps creux. Qualité exceptionnelle. Ouais, tu es gentil. Mais en dehors de ça, si tu veux, en dehors de ça, c'est aussi un vrai plaisir de pouvoir communiquer. Et surtout, avant que je me prête à l'exercice, je ne savais pas. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit sois naturel, sois toi-même. Voilà, je suis naturel, je suis moi-même. Je suis dans la vie tous les jours. Vraiment très bien compris l'esprit du stream et de Twitch, oui. C'est vrai. Ah oui, totalement. Bon. Totalement. C'est ce qu'on a fait, on a eu une conversation. Ouais. Mais comme si on n'était pas devant un écran de télé. Non, exactement. La caméra n'existe pas. Si je rigole, vous êtes là avec nous, en fait. Voilà. Et oui, parce que derrière, ce qui est important de le dire, c'est pourquoi. Parce que d'abord, il faut toujours avoir un mot pour les techniciens. Parce que bien c'est important. Bien sûr. Eux, on pourrait pas. On leur remercie. Voilà, ils sont là, il nous faut. On leur fait coucou. Et pour faire des choses de grande qualité,
Il est content, regarde. C'est le plus jeune de l'équipe, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, voilà, on l'a. Voilà. Bah, super. Ben, merci à vous en tous les cas, les gars. Ah oui. Bah écoute, si tu penses qu'on a fait le tour, on peut remercier déjà tous les gens qui ont regardé cette émission avec nous. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi Toujours. à discuter. Voilà. Moi, à partir du moment où je suis avec des plus jeunes que moi, je prends du plaisir. Bon. Tu vois, Ça c'est cool. parce que comme ça me fait oublier que je suis proche de la sortie. Tu vois, Bon. Non mais tu verras, ça t'arrivera toi aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Camille. Merci Denis, tu as été vraiment très passionnant et j'ai adoré faire ce live avec toi et en ta compagnie aussi Théo. Ben merci moi aussi. À vous tous de nous avoir suivis et merci aussi à la régie, vous avez été au top aussi. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci. Tant mieux. Merci. Ça me donne envie de rester dans le 04 encore plus. moi, je m'inquiétais parce que quand ils m'ont dit ouais, ça va durer 1 heure, 2 heures, je sais pas combien ça a duré, j'ai pas de montre, rien du tout. Mais en tout cas, je peux te dire, il est 11h38. Tu vois, on a fait 1h40. Ouais, on l'a pas vu passer, donc j'espère que vous en face, vous n'êtes pas endormis devant les écrans non plus. Allez, ciao, à bientôt. Allez, des bisous.